Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 211e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour, bonjour chers internautes et bonjour Raphaël et merci, bienvenue à ce 211e site rep Alors, avec nous. un site-rep qu'on a choisi d'intituler Israël poursuit sa folie expansionniste et génocidaire. Et malheureusement c'est vrai que malgré quelques initiatives de certains pays, on va en reparler ensemble. Rien n'arrête pour l'instant Netanyahou dans sa folie expansionniste et génocidaire. On peut penser à ce qui se passe à Gaza, c'est clairement un génocide. Au-delà des 30 000 à 60 000 morts directs, il y a environ 200 000 qui sont morts indirects et par la famine. On va y revenir. Il y a une famine très très grave qui sévit à Gaza. Il y a la stratégie de peuplement et de colonisation de la Cisjordanie, donc ça c'est un nettoyage ethnique rampant, mais qui s'accélère. On va en reparler également. Et puis il y a ce qui se passe au Liban et en Syrie. Et c'est extrêmement grave. Tu vas peut-être commencer par en parler par là. On me passer parler de ce qui se passe en Syrie, passer un long moment pour expliquer ce qui guette malheureusement les Syriens. C'est les prémices d'une guerre civile. Il y en a en tout cas qui essaient de semer les germes de cela. Et donc merci beaucoup en tout cas de nous faire profiter de tes connaissances puisque comme tu parles très bien français et très bien l'arabe et tu suis différents médias comme moi, comme beaucoup, tu suis avec beaucoup d'acuité ce qui se passe là-bas et c'est à chaque fois un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup Raphaël, merci aussi, c'est un plaisir d'échanger avec toi aussi. Et c'est aussi très important de voir effectivement ce qui se passe dans la région parce que les médias couvrent, couvrent parfois de mensonges de mensonges et d'histoires inventées, en fait, ce qui se passe, hein, Mmh. et cache réellement la vérité au peuple, hein, mais aussi aux décideurs, les représentants du peuple, en fait, les parlementaires, etc. Ce qui permet aux dirigeants d'avoir effectivement les mains libres pour mener la politique qu'ils veulent, Mmh. tout s'appuyant sur des médias mensongers qui fomentent et qui propagent les mensonges. Mmh. Voilà. Alors je voulais, tu voulais pardon, commencer ce site rep, par un hommage, à un grand réalisateur libanais que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ziad Rahbani. Ziad Heu Rahbani, et donc je vais mettre un article, pardon. c'est une grande perte sur le plan culturel et sur le plan militant aussi, parce que c'est un grand militant libanais. C'est le fils de Fayrouz, en fait, la grande cantatrice, je dirais, Fayrouz, qui est sa mère, et c'est le fils aussi de Asi Rahbani, qui est aussi le mari de Fayrouz, qui est le grand musicien, en fait, qui a fait la musique pratiquement de de toutes les chansons et présentations de Fayrouz. Donc, en fait, c'est une famille qui est très engagée politiquement aussi. Vous savez que Fayrouz, c'est la mère du Liban, en fait, et tout le monde l'apprécie sans avoir fait de la politique, mais c'est quelqu'un qui est très engagé sur le plan patriotique. Et Ziad a grandi dans cette maison de gens très engagés. Il a, depuis le début, été très engagé politiquement pour le Liban, pour le monde arabe, pour la Palestine et pour l'unité arabe. Donc, et il a toujours écrit dans ce sens et fait en fait, des pièces de théâtre, etc., des pièces de théâtre chantées dans ce sens aussi. Et donc, on peut parler il avait toujours envie de retrouver aussi, de voir le retour d'un grand militant qui était Georges Abdallah. Il avait aussi milité pour le soutenir. Il avait fait beaucoup même des poésies pour lui, etc. Et en fait, ironie du sort, le jour où Georges Abdallah est libre et il est arrivé au Liban, voilà que Ziad Rahbani
décède. En fait, donc c'est aussi mais aussi en fait c'est certains disaient aujourd'hui que c'était à ces obsèques nationales, je dirais, que c'était une révolte contre ce qui se passe dans le monde arabe. En fait, son décès était un cri de révolte contre la complicité des pays arabes, des pouvoirs officiels arabes, en fait, hein, face au génocide qui se déroule non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, en Palestine, en Syrie, au Liban, et aussi les agressions israéliennes incessantes contre tous les peuples arabes et qui se voit couverte par les régimes officiels arabes de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de, la, euh, de la Jordanie, du Qatar, etc. Et voilà, donc c'est une grande perte, hein. Et de ce fait aussi, on peut saluer le grand militant aussi, George Ibrahim Abdullah, qui a été libéré le 25 juin, le 24, la nuit du 25 juin, en fait, la nuit qui a précédé le 25 juin, et qui est arrivé au Liban, qui est arrivé à son village natal, en étant accueilli en grande pompe, non pas par le pouvoir libanais, par le gouvernement libanais, mais par le peuple libanais pratiquement entier et son village, quelle que soit d'ailleurs la, la, les obédiences politiques, je dirais, ou les appartenances politiques des gens dans son village, ils ont tous été là pour l'accueillir, mais avec une grande joie. Georges Ibrahim Abdullah a passé 41 années en prison pour, sur des, en fait, sur une base, je dirais, de soutien à la Palestine, tout simplement, pour un crime qu'il n'a jamais fait. Mais aussi, il faut savoir qu'il était libérable depuis 1999 et sur demande expresse des Américains et des Israéliens, il n'a pas été libéré en 99, donc il a passé 26 ans de plus, 25 ans de plus en fait, hein, en tôle en France, dans ce pays qui prétend être pays des libertés, n'est-ce pas, ou des défenses de droits de l'homme, et en fait qui dénie la défense, qui dénie la liberté, et un militant qui a toujours été un militant pour les droits de l'homme, et sur la base d'une accusation fausse, et alors qu'il il a fait aussi toute sa peine, et 25 ans après, il n'a toujours pas été libéré. Voilà, donc notre joie est sans limite en fait avec les retrouvailles par rapport aux retrouvailles de Georges Ibrahim Abdullah avec le peuple libanais, avec le peuple palestinien, avec tous les militants et surtout son retour à sa famille après 40 ans, 41 ans de prison. Il a dépassé Mandela, le grand prisonnier du monde. Voilà. Sans parler aussi, ça nous fait penser et parler directement de tous les prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes Mmh. depuis des années aussi, rien que pour avoir exigé la libération de leur pays et avoir milité pour cela, alors que même les lois internationales au niveau des Nations Unies considèrent que c'est légitime de se battre pour la défense de son pays quand on est dans un pays occupé contre Mmh. le. Merci beaucoup Aïssar pour ce rappel et surtout pour ce bel hommage double hommage que tu as fait. Voilà, donc je propose que sans transition, avant que tu parles dans un premier temps, assez long moment de ce qui se passe en Syrie, pour que les gens comprennent bien
à quel point il y a les germes qui essaient d'être semés de la division. Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est ethnique? Est-ce que c'est sincère ou pas? Qui tire les ficelles et qui tire les marrons du feu? On va parler de ça dans une première partie de l'émission. Mais avant ça, je te propose qu'on regarde un court zapping que j'ai préparé avec ta bénédiction pour cette émission. C'est parti? Okay. How do you feel about the fact that over 20,000 Palestinian children have now been killed since October the 7th in Gaza? I think that the Palestinians, as you said, I said Palestinians, the Gazans and all Arabs around should stop attacking Israel. Well, I just asked you how you felt about 20,000 children being killed by the IDF. So how do you feel about that? I think that the parents should be very careful before they teach the children to hate Jews and to kill Jews. And you know what? You couldn't give a damn, could you? That you are to blame more than me. You don't care, and all you want is all the Palestinians gone. You can barely even bring yourself to say their name. All you want is to take over the West Bank and Gaza. You don't care how many die in the process. You want them all gone. You don't care, do you? That's the bottom line. As you said, the audience will judge. Yeah, they will. Daniela Weiss, thank you very much for coming on Uncensored. I appreciate it. Nouvelle frappe israélienne au Yémen. Ce matin, les avions de Tsahal ont attaqué le port d'Hodeïda. Objectif, détruire plusieurs infrastructures liées aux rebelles Houthis. When Elie Wiesel eventually dies, they bury him very quickly, too quickly. And he says, yeah, they did that because if journalists had been allowed in to see his body, they would have noted that he did not have a tattoo. No, this guy stole the identity of a Holocaust survivor. So who is this Elie Wiesel, who allegedly steals this identity? Who steals identities, no less, and then makes up these stories, which, by the way, it is confirmed that he fictionalized stories in his book, Night. Well, as I told you guys before, Elie Wiesel was the cousin of Robert Maxwell. Man, a man of many names, as we told you before. 61 voix contre 13 pour retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien. Sous les applaudissements des députés de la Knesset, des élus de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais aussi de députés de l'opposition, le texte en faveur de l'annexion de la Cisjordanie est adopté. Inacceptable, intolérable, injustifiable ou encore barbarie. Les déclarations des dirigeants occidentaux se multiplient face à la situation à Gaza, situation humanitaire alarmante. Des ONG tirent la sonnette d'alarme alors que des enfants sont affamés sur place et que l'aide ne passe qu'au compte-gouttes. Qui pour arrêter Benjamin Netanyahou alors que les négociations sont dans l'impasse et que les opérations militaires se poursuivent dans le territoire? Le soutien à l'État hébreu est-il en train de s'effriter? Israël est-il seul face à sa guerre? Regardez ce sondage Odoxa, 61% des Français qui soutiennent désormais l'imposition de sanctions contre Israël. Aller sur place, retrouver l'un des rares journalistes encore présents. C'est un Gazaoui à Gazaville. Rami Abou-Jamous, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vos collègues palestiniens évoquent une faim extrême, un manque d'eau potable, une fatigue physique et mentale croissante qui les empêche de couvrir ce conflit. Qu'en est-il ? Malheureusement, c'est pas que mes confrères, mais c'est l'état physique et psychologique de 2,3 millions de personnes à Gaza. Mais depuis une semaine, on est vraiment dans la famine. Avant, on était un peu dans la malnutrition. Là, on est vraiment dans la famine. De plus en plus d'officiers sont allés se former dans les écoles religieuses et donc de sionistes virulents, sionistes religieux virulents qui appartiennent au parti de M. Smotrich et de M. Ben-Gvir, que ce sont eux qui sont les commandants opérationnels en action.
Voilà pour ce zapping. Alors Aïssar, hop, je te reconnecte. Est-ce que tu es là, Aïssar? Tu as pu entendre le zapping? Je suis là, tu m'entends? Oui, tout à fait. 5 sur D'accord. 5. Ok, c'est très bien. Alors, oui, effectivement, en fait, je te remercie pour ce zapping et c'est très bien de montrer effectivement l'état d'esprit, en fait, des extrémistes sionistes en Palestine occupée, en fait, israéliens. Donc, ils considèrent effectivement que tuer tout le monde, c'est ce qu'il faut, et que les petits Palestiniens ne sont que des terroristes en herbe, et que ils légitimisent en fait tout ce génocide en cours où les gens meurent devant la caméra. Et avec, je parlais des mensonges et des médias mensonges aujourd'hui, l'État d'Israël est en train de propager les mensonges comme quoi ils ont laissé entrer un certain nombre d'aides alimentaires, ce qui est complètement faux. Alors, il faut quand même savoir plusieurs choses, plusieurs vérités. Alors, cette association qui s'appelle de Gaza, qui distribue l'alimentation. C'est une association qui est formée de l'armée américaine et de l'armée israélienne. Donc, c'est voir à quel point ils sont pour la santé des Palestiniens. D'autre part, cette aide, maigre aide qui est distribuée ne suffit à rien et ne suffit même pas à un minimum de la population, même pas à donner un centième de ce qu'il faut. Et on voit que c'est dans un coin de Gaza, de l'ensemble du district, où il y a une distribution alimentaire et on ne sait pas de quelle alimentation il s'agit. Et les gens meurent vraiment devant les caméras en essayant de demander, autant enfants qu'adultes, en demandant d'être servis. On manque de tout. On manque même d'eau, on manque de lait infantile, on manque. Il y a des photos. Je vous ai fait grave de certaines photos, mais c'est horrible. On voit les enfants dénutris, les bébés dénutris. Ah oui. Ça fait mal au cœur. Bon. Là, j'ai mis un article du Monde qui montre aussi ce dont on a déjà parlé. Bande de Gaza, 93 Palestiniens tués par l'armée israélienne en tentant de récupérer de l'aide humanitaire. Exactement. Alors c'est ça qu'il faut retenir parce que cette aide alimentaire qu'ils distribuent au compte-gouttes, elle sert à attirer les gens pour les tuer. C'est en fait vraiment comme un piège à animaux. Il y a la même chose pour les largages. Il y a certains largages, il y a il y a des morts et des blessés graves avec des largages d'aide humanitaire. Donc c'est pareil, ça tue. Mhm. Et En même temps, alors il faut savoir qu'ils ont bouché tous les puits pour eau potable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement ils n'affament pas seulement, mais aussi ils tuent, ils affament, ils empêchent d'avoir de l'eau, donc ils assoiffent la population. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, en été, il fait plus de 40 à Gaza, pratiquement, avec une grosse humidité. Donc, on a besoin d'eau pour s'hydrater, mais on a aussi besoin d'eau pour se laver, pour l'hygiène, etc. Et que le peuple de Gaza, la population de Gaza vit depuis 22 mois déjà, une situation absolument atroce, en fait, de blocus alimentaire et sans électricité, sans eau, avec les hôpitaux qui ont été bombardés et qui continuent à être bombardés. Encore aujourd'hui, un hôpital qui a été bombardé, le seul qui est resté dans la région, qui a été encore bombardé, et une femme médecin qui a été tuée, en fait, hein, encore, qui est palestinienne américaine.
américano-palestinienne qui a été tuée. Les journalistes, ils s'attaquent au corps médical, ils s'attaquent aux journalistes, hein. Ils empêchent les journalistes de l'extérieur à entrer dans Gaza. Donc, en fait, tout ça, on tue en silence et vous êtes censés nous approuver, n'est-ce pas? Parce que au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Alors justement, le pire, c'est que sur certains plateaux télé, je l'ai entendu dire, je vous en référerai sur la SCI, mais une des éditorialistes se permettait de dire: «Ah mais on ne sait pas parce que ces journalistes palestiniens, leur famille, elle est à Gaza, ils sont soumis à la terreur du Hamas et donc leur témoignage est sujet à caution». Alors que tout le monde sait pourquoi il n'y a pas des journalistes internationaux là-bas, c'est parce que c'est Israël qui l'en empêche et qui cible les journalistes, comme tu as si justement rappelé. Je voulais juste souligner 3 points par rapport à l'aide humanitaire, parce que c'est 3 points qu'on ne souligne pas assez. On se rappelle quand même des images, pour ceux qui ont de la mémoire, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, il y avait des colons, en tout cas des extrémistes, des jeunes juifs et israéliens, extrémistes qui s'en prenaient à l'aide humanitaire, qui la dévalisait. Ils repartaient avec des paquets. Donc ça a été fait. Oui. Ça s'était fait avec la bénédiction des autorités israéliennes, enfin, en tout cas militaires ou sécuritaires qui étaient sur place. Alors il y a des témoignages de soldats israéliens qui témoignent qu'en fait ils ont eu pour ordre d'enterrer, soit de brûler de l'aide humanitaire. Donc voilà ce qu'ils essaient de faire aussi. Donc malgré le peu qui arrive, ben voilà, il y en a une partie qui est détruite, tout simplement. Et puis il y a aussi cette bande de malfrats, j'ai pas le nom en tête, mais soi-disant qui est affiliée à l'État islamique ou à Al-Qaïda, je ne sais plus. C'est une bande de terroristes. En fait, c'est des bandits qui détroussent de l'aide humanitaire. Et eux aussi, ils contrôlent une partie de la bande de Gaza. Et ils le font avec la bénédiction de l'armée israélienne. Voilà. Voilà donc aussi comment est traitée l'aide humanitaire, en fait, de différents moyens. À ce propos, je voudrais rappeler quand même que les États-Unis ont décidé d'arrêter toute aide à l'UNRWA, d'une part, qui est Organisation des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens et aide aux Palestiniens. Ils ont décidé aussi ils ont bombardé à plusieurs reprises avec les Israéliens les locaux de l'UNRWA et des personnes qui travaillent, les employés de l'UNRWA, qu'aujourd'hui, tel point qu'il y a aujourd'hui que cette organisation qui s'appelle Aide de Gaza, qui est faite d'Israéliens et d'Américains, voilà, qui distribuent le prétendu aide à Gaza. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, même les déclarations de l'UNRWA qui disent que vraiment il y a une très grave crise alimentaire et humanitaire à Gaza, les rapports de Francesca Albanese qui était alertant et alarmant sur la situation des civils à Gaza et ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Tout ça n'a pu venir à arriver à une solution en ce qui concerne ce génocide à Gaza. Tout ça parce que Israël est soutenu non seulement par les États-Unis, mais aussi par tous les pays occidentaux, impérialistes, qui étaient à l'origine de la création d'Israël, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Donc là, il est... Alors justement, j'ai une question pour toi, Aïssa, parce que la France reconnaît donc pardon, je vais y arriver, va reconnaître la Palestine comme État. Oui, elle vient de reconnaître. Est-ce que ça va changer quelque chose? Elle veut reconnaître l'État palestinien. C'est une affiche qu'elle fait là déjà, que Macron affiche, ou une position qu'ils affichent depuis
depuis quelques jours et que hier il y a eu une rencontre effectivement dirigée par la France à Paris, par la France et l'Arabie Saoudite, où ils ont décidé effectivement de la reconnaissance de l'État palestinien, mais à condition que il faut voir les conditions, à condition que le Hamas se rende, qu'il rende les armes, que il y ait l'autorité palestinienne qui jusqu'à maintenant joue la trahison totale du peuple de Gaza, du peuple palestinien dans son ensemble, puisque l'autorité palestinienne collabore avec Israël contre ce qu'ils appellent contre les Palestiniens, contre la résistance palestinienne. Et donc, voilà, c'est ça les conditions préalables à la reconnaissance en septembre de l'État palestinien. Alors, bien sûr, ça c'est de la poudre aux yeux et cette position affichée n'est faite que pour, en fait, la consommation et pour calmer calmer les peuples, aussi bien en France qu'en Angleterre et dans toute l'Europe, qui soutiennent complètement jusqu'à 61%, comme disait d'ailleurs ton sondage et l'article qui en parlait, 61% des peuples soutiennent la Palestine et soutiennent la résistance palestinienne aujourd'hui et sont contre l'État d'Israël. Donc en fait, tout ça c'est pour de la poudre aux yeux et tout ce que les pouvoirs officiels affichent comme position pour la reconnaissance de l'État palestinien n'est que poudre aux yeux. Les pouvoirs officiels français, anglais et allemand, c'est plutôt pour venir en aide à Israël et pour indirectement et pour aussi calmer l'opinion locale, en fait, l'opinion générale, publique de la France, des Français, des Anglais et des Allemands, mais aussi des Américains qui continuent à soutenir et à manifester pour leur soutien aux Palestiniens à chaque occasion. Je voudrais quand même rappeler que la même France réprime très violemment, de plus en plus violemment d'ailleurs, et de plus en plus sévèrement, toutes les manifestations de soutien à la Palestine, ce qui va depuis brandir le drapeau palestinien quelque part ou sur les routes, etc. Ça a été le cas, par exemple, pour le Tour de France, où les supporters au Tour de France, brandissaient le drapeau palestinien. Ils ont été sauvagement tabassés par les flics, hein, par les gendarmes qui étaient sur les routes. Et ça va aussi jusqu'à appeler et emprisonner des personnes et des personnalités qui affichent effectivement leur soutien et puis leur leur condamnation du génocide qui se déroule à Gaza par les Israéliens. Donc en fait, on voit que tout ça c'est du pipeau. Je voudrais quand même aussi ajouter le fait que la France continue quand même, elle n'a fait aucune mesure de blocus contre Israël en ce qui concerne la fourniture des armes, en ce qui concerne la fourniture aussi des échanges de tout type de denrées en fait. Hein. Donc les échanges commerciaux sont très importants et tous ces pays y compris la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui était hier donc à ce congrès à Paris, et donc voilà, ils continuent effectivement à soutenir l'État fantoche d'Israël dans son entreprise, dans sa basse besogne de génocide à Gaza.
Alors, justement, j'ai remis là un article de ce que je disais tout à l'heure, de AA, qui est un très bon site, enfin, je ne connaissais pas, que je viens de découvrir, qui s'appelle, l'article s'appelle Gaza, les soldats israéliens admettent avoir détruit des milliers de tonnes d'aide humanitaire. Nous avons tout enfoui dans le sol. Certaines aides ont également été brûlées, a avoué l'un d'eux, selon des témoignages rendus publics par la chaîne publique israélienne Cannes. Donc, un article du 27 juillet dernier. Voilà. Et alors, je vais te demander de commenter également ceci. Vas-y. C'est un article de la Tribune juive que je n'avais pas vu passer, qui date du 11 mai 2004, visiblement. La Chine, nouvelle menace pour la sécurité d'Israël. Alors, c'est vrai que les BRICS avancent aussi leur pion. Et ça ressemble de plus en plus, effectivement, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient. Il y a quand même deux blocs qui s'affrontent, deux logiques. Et là, ce qu'il dit dans l'article, c'est les choses suivantes, assez importantes. Les Chinois nous imposent une forme de sanction. Ils ne le déclarent pas officiellement, mais ils retardent les expéditions vers Israël. Les produits électroniques comprennent des dizaines de milliers de composants. Et si un composant n'arrive pas, nous ne pouvons pas livrer le produit, avait déclaré à raison, anonymement, une figure de haut niveau sur YNet le 24 décembre 2023. Il est également extrêmement inquiétant que des quantités massives d'équipements militaires chinois avancés aient été trouvés à Gaza par Tsahal lors de ses opérations militaires. Voilà. Donc, moi, c'est pas la première fois que je vois que Israël désigne la Chine comme un ennemi. Et en tout cas, là, il y a des choses assez factuelles, quoi, des équipements, etc. Voilà. Et puis donc une sorte pas d'embargo, mais en tout cas, voilà, d'embargo qui dit pas son nom, en tout cas, de retarder certaines expéditions. Il est clair aussi que beaucoup de personnalités au sein des États-Unis, en fait, pas seulement désapprouvent et montrent que ce que fait Israël est un véritable génocide et que c'est inadmissible, et dont aussi des grandes personnalités juives qui appellent à se désolidariser complètement de l'État d'Israël génocidaire. Et donc, ça, c'est ce mouvement progresse de plus en plus et embrasse de plus en plus de masses juives qui étaient complètement dévoyées par rapport à l'État d'Israël. Ça, c'est à l'État d'Israël qui est créé comme ça de toutes pièces. Donc, il y a ce mouvement-là. Et puis, il est important de voir aussi que même des généraux de l'armée, des généraux américains en fait de l'armée qui sont en retraite, qui commencent à effectivement désapprouver complètement la position des États-Unis par rapport au soutien indéfectible et systématique des États-Unis à Israël, en disant que de toute façon, ça va mener aussi les États-Unis à sa fin, puisqu'elle va être complètement associée à ce génocide, à des actions génocidaires auprès d'Israël. Et ça, c'est ce qu'ils n'acceptent pas pour leur pays. Donc, il y a même des responsables, même au sein de la CIA, au sein des services de renseignement, etc. Alors justement, tout à l'heure, j'ai montré dans le zapping, j'ai montré donc un extrait de Candace Owens, qui est une journaliste qui a travaillé pour le New York Times, qui est une podcasteuse aussi très célèbre. Elle a plusieurs millions de followers, que ce soit sur YouTube ou soit sur X, la plateforme Twitter, ex-Twitter. Et donc, elle parle beaucoup de l'affaire Jeffrey Epstein. Elle la relie donc par sa compagne Ghislaine Maxwell au père de Ghislaine, qui était donc un agent du Mossad. Et donc, c'est vrai que c'est une affaire qui est internationale. Et donc, Elie Wiesel, pour que les gens comprennent, c'était quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la mémoire liée à la Shoah aux États-Unis. Et donc, Elie Wiesel, c'était un imposteur, c'est ce qu'elle explique et c'était en plus le cousin de Robert Maxwell. Voilà, pour faire le lien, pour que les gens comprennent bien. Et donc, elle fait partie de ce que peut-être on a appelé à un moment donné la galaxie des influenceurs MAGA. Make America Great Again, donc faire de l'Amérique un grand pays à nouveau.
Et voilà un article que je voulais que tu commentes également. Donc ça, c'est une tentative parce qu'en fait, ils sont quand même en train de perdre la bataille des médias, la bataille des opinions et des opinions publiques, Israël. Et comme tu en parlais tout à l'heure, mais j'aimerais que tu développes un peu ça. Là, c'est une tentative un peu désespérée, peut-être. MAGA se rend en Israël. Donc là, c'est 16 influenceurs MAGA et américains qui se rendent en Israël pour une formation à la propagande. Donc c'est un article qui a été traduit sur le site legrandssoir.info, qui est un très bon site d'information. Voilà, donc qu'est-ce que ça t'inspire? L'autre fois, j'avais montré un Bennett qui s'occupait de Wikipédia. Voilà, ils essaient toujours de manigancer, quoi. En réalité, il faut savoir que tous ces influenceurs et toutes ces personnes essayent aussi de mettre en place en fait, où maintenant ils dénoncent et par contre, il y a eu des choses qui étaient mises en place, notamment dans l'affaire Epstein. C'est des caméras qui étaient mises en place aussi pour dénoncer et blackmailer, pour faire chanter les responsables du monde entier pour leur extirper à la fois de l'argent, mais aussi un soutien indéfectible au sionisme, mais sous couvert aussi, ils sont toujours sous le chantage, on vous dénonce si vous ne le faites pas. Donc, en fait, et c'est une manière d'extorquer le soutien au sionisme à toutes les personnalités politiques du monde parce que ils les ont filmés dans des situations absolument, comment dire, déplorables et qu'ils continuent à les faire chanter et ils continuent à les faire casquer, à les faire payer. D'ailleurs, la campagne électorale de Trump a été basée sur le fait qu'on va vous faire connaître toute la liste des personnes qui étaient impliquées dans les affaires Epstein. Et ben, en fait, une fois arrivé au pouvoir et une fois là, il commence à avoir des réticences parce que il semblerait qu'il y aurait aussi des choses contre lui personnellement et qu'il fait partie d'un chantage exécrable. Et du coup, il se démonte en fait et il ne cherche plus à faire connaître la liste des personnes impliquées dans ces affaires Epstein, à tel point que certains de ses soutiens dans la campagne électorale, ils commencent à le lâcher et ils sont capables aussi de lui dire que de toute façon, ils sont en train de lui dire que de toute façon, il est impératif qu'il tienne ses. Et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, ces influenceurs qui sont en train de le lâcher, comme tu le dis. Ils sont très nombreux. Et Candace Owens en fait partie. Et donc, ils exposent effectivement l'emprise que le Mossad, certains agents du Mossad ont eu ou ont encore sur donc sur la politique américaine et sur l'État profond américain. Là, j'ai mis en illustration un tableau où on voit Bill Clinton en robe et en chaussons à talons aiguilles. C'est un tableau qui figurait dans l'hôtel particulier, le très très grand hôtel particulier de Jeffrey Epstein à Manhattan. Voilà, donc c'est Bill Clinton qui a pris plus de 10 fois l'avion privé de Jeffrey Epstein, Bill Clinton, l'avion de Jeffrey Epstein qui s'appelle le Lolita Express. Voilà, c'est Lolita, donc c'est la sexualisation des enfants, et en compagnie de mineurs en plus, voilà, de femmes mineures. Faut-il le préciser. Donc, c'est des affaires très très graves. Donc effectivement, c'est un lien avec la politique et la géopolitique, malheureusement, puisque, comme tu disais, ça sert à faire chanter des personnes de haut rang, que ce soit dans le département d'État américain, au gouvernement, etc., dans les services et dans l'armée, potentiellement. Et aussi dans ce qu'on appelle le showbiz. Bref. Et ça fait des pratiques courantes des sionistes et des Israéliens pour se gagner les grandes personnalités qui dirigent le monde, en fait. C'est ça. C'est leur pratique, c'est ça. Et ceux qui ne se soumettent pas à leur chantage, ils sont assassinés par le Mossad par la suite. Je voudrais rappeler quand même que l'envoyé de la
de l'ONU en 1947, justement, Bernadotte a été tué par eux parce qu'il n'a pas accepté, parce qu'il n'a pas présenté les conditions des Israéliens. Oula, ça fait un gros son là, sur ton téléphone. Ça m'a fait sursauter, je suis au casque, j'avoue, j'étais pas prêt. Alors, juste pendant que tu regardes ton téléphone, je montrais un article et je mets le commentaire d'Electron Libre qui dit l'Iran est prête pour un second round, pardon, et il vaudrait mieux parce que, donc là, l'article en question, c'est Israël, le chef d'état-major de l'armée affirme que la guerre contre l'Iran n'est pas terminée. C'est toujours un article de AA. Donc, citation, l'Iran et son axe restent dans notre ligne de mire. La campagne contre l'Iran n'est pas terminée, déclare Eyal Zamir. Alors, qui est Eyal Zamir? Ça doit être certainement ce personnage au milieu. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, c'est donc le nouveau, Eyal Zamir, a déclaré mardi que la guerre contre l'Iran n'était pas terminée. L'Iran et son axe restent dans notre ligne de mire. La campagne contre l'Iran n'est pas terminée, a-t-il déclaré. Bon, ça fait 3 fois que je le dis. Lors d'une réunion d'évaluation militaire selon un communiqué de l'armée. Il a ajouté qu'il avait demandé à l'armée de se préparer à une campagne soutenue à grande échelle et totale dans les différentes zones où les forces israéliennes mènent des offensives aériennes et terrestres. Elle est longue, hein, cette liste, on en avait parlé quand on préparait cet entretien à Issar. Il y a la Syrie, le Liban, la Palestine, le Yémen et l'Iran. Donc je ne sais pas s'ils opèrent en Irak, mais on peut dire que oui, parce que dans la zone contrôlée par Barzani, en tout cas le Kurdistan irakien, on présuppose qu'ils ont des agents qui peuvent lancer des drones ou ce genre de choses. Ou même peut-être des missiles sol-air d'interception. Daesh et Al-Nusra ne sont que des organismes qui ont été créés pour servir Israël. Maintenant, le dirigeant de Jabhat al-Nusra qui a pris le pouvoir en Syrie, Al-Jolani, il faut quand même le savoir, et Al-Jolani, on voit qu'il fait tout effectivement pour servir Israël, et qu'il y a eu des rencontres avec les Israéliens, et que tous les massacres, d'abord, dès les premiers jours, Israël a occupé 500 km² de la Syrie, et qui aujourd'hui continue à avancer sans qu'il y ait la moindre opposition, en disant ah ben nous on n'a pas d'armée, on n'a pas de possibilité, etc. Par contre, les blindés, les chars et des drones sont utilisés contre la population de Souaïda aujourd'hui, qui est encerclée, qui sont utilisés contre la population de la côte syrienne, qui ont été soi-disant c'est des suppôts d'Assad et du pouvoir ancien, etc., qui ont été utilisés aussi, et ils sont en train d'anéantir des milliers de personnes en Syrie, alors sous des nominatifs, sous des vocables différents. Alors c'est les Alaouites, il faut les tuer, c'est des Druzes, il faut les tuer, etc., etc. Donc les différentes confessions constituant la population syrienne, sous des prétextes différents, ils sont en train de les tuer, de les anéantir, de les affamer. C'est un génocide qui se déroule exactement de la même manière qu'à Gaza, mais en silence, parce que on a un pouvoir, c'est le pouvoir syrien qui le fait. Le pouvoir syrien, c'est le pouvoir terroriste qui a pris la Syrie, en fait, il faut le dire, et qui a fait son coup d'État avec l'aide à la fois des États-Unis, d'Israël, de la Turquie et du Qatar, et que et aujourd'hui, il continue sa basse besogne. Je voudrais rappeler quand même que Al-Shibani, le représentant de ce pouvoir terroriste, a été reçu à l'Union européenne par Blair. Donc, il faut quand même le savoir, et il faut savoir que ça, c'est un valet des Américains, des Israéliens et des pays qui ont créé Israël, donc des pays occidentaux. Et la Turquie. Et la Turquie, parce que là j'ai mis la fameuse photo, la fameuse image où on voit les trois qui se partagent le gâteau. Il est en train de servir
le peuple syrien, après avoir envahi le pouvoir en Syrie, il est en train de servir le peuple syrien, qui aujourd'hui n'accepte pas d'être asservi, et donc ils sont en train de monter certaines factions contre les autres, hein, même au sein du sud de Souaïda, au sein de la montagne, l'Arab. En fait, ils sont en train de dire il y a certaines factions qui ont tué des personnes. On a créé d'abord diversion entre ce qu'ils ont appelé les tribus, et en fait, c'est rien d'autre que les Badous, qui sont qui vivent depuis toujours à Souaïda. Il y a de temps en temps des différends entre eux, mais ils sont réglés normalement. Mais là, ils disent que ils font les forces de Al-Jolani commettent des massacres, hein. Ils les mettent sur le dos des uns et sur le dos des autres pour qu'il y ait effectivement, pour attiser des contradictions et pour créer une guerre civile. Par ailleurs, les chars et les drones de l'armée d'Al-Jolani, ils viennent détruire, ils viennent bombarder Souaïda, et ils viennent bombarder les maisons des habitants de Souaïda et des habitants de la côte syrienne, et parfois exactement de la même manière que Israël bombarde Gaza, en fait. Donc, avec les maisons sur la tête de leurs habitants, et ce qu'ils ne peuvent pas détruire, ils le brûlent. Et Alors, je voulais juste revenir sur l'article que j'étais en train de lire sur les buts de guerre israéliens affichés dans ce communiqué de l'armée israélienne. Nous continuerons à affaiblir et à empêcher la Syrie et le Hezbollah d'acquérir des capacités stratégiques et à maintenir notre liberté d'action. Nous opérons en Judée et Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, a ajouté Zamir. Il a également déclaré que la guerre dans la bande de Gaza est l'une des plus complexes que Tsahal, l'armée, ait jamais connue. Citation encore, « Nous payons un lourd tribut au combat », a-t-il poursuivi, ajoutant « Nous poursuivons nos opérations pour atteindre nos objectifs, la libération des otages et le démantèlement du Hamas. » Voilà. Et l'article après cite le nombre de morts civils, etc. Officiels. Donc c'est très très dur. Autre chose, l'État belge. L'État belge. Oui, pardon. 50 000 morts sur la côte syrienne. Ajouté au fait qu'ils ont mis la main sur toutes les richesses en eau de la région du sud de la Syrie, que c'est la région qui est la plus, la région c'est toute une richesse pour toute la Syrie. Ça, c'est un point important, et c'est une région qui est agricole en fait, et qui fait le grenier de la Syrie. Il tue le bétail des paysans. Il tue. Bon, donc maintenant, il faut savoir que Al-Jolani, Israël a mis la main sur une grande partie du gouvernorat d'Era, une partie le gouvernorat de Konaïtra aussi, donc qui est une partie du Golan en fait qui était occupée, et Konaïtra, c'était une partie du Golan qui a été libérée déjà par les Palestiniens, par la Syrie, et là ils ont remis la main dessus, et ils cherchent aussi à créer des différends entre les Druzes à Souaïda, enfin dans la Jabal el-Druze, dans la circonscription en fait de Souaïda, qui est donc voilà, et que là il continue aussi à vouloir aller vers Al-Tanf, là où il y a une base américaine, hein, alors on peut peut-être partie des frontières entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, hein. Là, il y a cette base américaine à côté du camp Al-Rukban, hein, des réfugiés, et ils veulent continuer à aller jusqu'à l'Euphrate, rejoindre l'Euphrate pour rejoindre la deuxième grande source de richesse en eau,
qui est l'Euphrate. Donc, en fait, c'est ce fameux passage de David, de David, en fait, que cherchent à avoir les Israéliens pour pouvoir joindre Israël au nord de la Syrie, en fait, avec les forces kurdes qui sont dirigées non pas par des Kurdes non syriens. Voilà, on voit je vais montrer la carte, c'est sur le Times Headline, cette carte, et donc c'est un article du réseau Voltaire, Voltaire, enfin le site sur lequel intervient notamment Thierry Messant. Et c'est un article qui date du 23 juillet, qui parle justement du corridor David. Et alors j'en ai appris de belles là-dedans, puisqu'il y a une citation de Smotrich, qui n'est pas le dernier parmi les ministres extrémistes auprès de Netanyahou. Et donc il a cité que Israel future is to expand to Damascus. Donc le futur d'Israël, c'est de s'étendre jusqu'à Damas. Voilà ce qu'il a déclaré. Et ça, c'était en octobre 2024, visiblement. Middle East Monitor qui l'a rapporté. Oui, aujourd'hui, 6 km de Damas. Hein. Oui, ils sont déjà, ce que tu dis, ils sont à combien? 6 km des faubourgs de Damas, c'est ça? De Damas, tout à fait. Oui, c'est fou. Ok. Je ne trouve pas de mots, d'autres mots que dire. De toute façon, nous sommes prêts à être amis avec Israël. De toute façon, nous avons les mêmes ennemis, c'est l'Iran et la résistance. Donc, et là, on voit aussi les seules attaques où l'armée syrienne nouvelle là, de Jolani, ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué certains villages, les villages du nord de la Syrie, du nord-ouest aussi de la Syrie, et les frontières libanaises, des villages qui sont sur les frontières libanaises, visant à obliger les habitants à partir, donc à vider, à s'exiler, à quitter. Et de la même manière, donc, ils continuent sur les différentes... ils affichent toujours une guerre confessionnelle contre les uns et les autres. Oui, le projet, c'est effectivement de faire éclater les États-nations, que ce soit l'Irak, que ce soit même l'Égypte, pour l'instant, est encore un seul pays, mais ils aimeraient bien faire morceler l'Égypte. On le voit sur certaines cartes, en fait, puisque le drapeau d'Israël, les deux traits bleus symbolisent le Nil et l'Euphrate. Et donc, dans les rêves les plus fous des sionistes, qu'ils essaient de mettre en application, c'est des territoires entiers du Liban, de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, même de l'Irak et de l'Égypte qui ont pour projet d'annexer. Tu voulais dire un mot, excuse-moi, Aïssa. Je voudrais dire quand même que là-dessus, il faut voir que le peuple syrien résiste, que le peuple syrien s'oppose très violemment aussi à l'occupant israélien d'un côté et aussi aux troupes d'Al-Jolani de notre côté. D'ailleurs, permets-moi de rappeler que les Druzes du Golan, c'est toi qui me l'as appris, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils refusent la nationalité israélienne. Absolument, absolument, depuis 82. C'est une grande grève qui a eu lieu dans le Golan syrien occupé, où les Israéliens ont imposé l'identité israélienne. Ils ont mis dans un tas toutes les cartes d'identité israélienne, ils les ont brûlées et ils affirment à toute occasion que de toute façon, ils sont partie prenante de la République arabe syrienne, que leur drapeau, c'est le drapeau syrien et que leur président, c'était le président Assad, en fait. Donc, du coup, ils ont une communauté de destin très différente des Druzes d'Israël, puisque eux se sont engagés via le pacte du sang d'une manière différente, même si on ne peut jamais dire tous les Druzes d'ici, tous les Druzes de là-bas. Et entre les deux, il y a effectivement les Druzes de Syrie qui sont en ce moment martyrisés et qui sont, je parle au-delà du Golan,
par les forces d'Al-Jolani. Il ne Oui, faut oui. pas confondre Et par Israël, finalement, qui les instrumentalise Israël et par les troupes d'Al-Jolani qui sont encore une fois en première ligne. des Afghans, des Tchétchènes, etc. Et des gens qui ne reconnaissent, qui sont des Wahhabites et qui sont des extrémistes. En fait, je ne sais pas si on peut parler d'extrémistes sunnites. Mais en fait, qui veulent éliminer tout le monde, tous les autres, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, tout simplement. Mais Alors, qui de fait sont animés, ils ont été créés et formés par les États-Unis, El Mossad, etc. et D'ailleurs, aussi par des États comme des fois par des États comme le Qatar et la Turquie, qui sont aussi des alliés des États que tu viens de citer. Je voudrais que tu commentes avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble. Je voulais que tu commentes 2-3 articles encore. L'État belge devant la justice pour son inaction à Gaza. Le collectif Droit pour Gaza reproche à la Belgique son inaction face aux crimes présumés commis par Israël dans la bande de Gaza. Faute de réponse à sa mise en demeure, l'État belge devra comparaître. Oui, donc je voudrais saluer tous ces avocats qui ont mis l'État belge aussi en accusation devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Et de la même manière, un nombre important aussi d'avocats français qui ont attaqué aussi l'État français aussi pour complicité de génocide. Et c'est la raison aussi pour laquelle Macron est en train de fuir ça pour dire je vais reconnaître l'État de Palestine, etc. Donc tout ça, je voudrais saluer tous ces avocats. C'est un travail très important qui est fait, qui est mené depuis des années et que nous continuerons ensemble. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi un collectif d'avocats qui soutient le peuple syrien dans son entité, dans sa globalité aussi, et qui s'attaque, qui est contre les violations de Jolani, d'Al-Jolani. Moi, je l'appelle pas Ashara. En fait, pour moi, c'est Al-Jolani, le président de Jabhat al-Nusra, qui a toujours sa tête mise à prix pour 10 millions de dollars et qui est un terroriste. Et c'est pas le fait de mettre des costards Givenchy après ces vêtements de terroristes qui vont changer sa nature. Donc pour moi, c'est toujours le terroriste qu'il faut accuser et qui est accusé de tous les crimes et qui est et en fait aujourd'hui tous les États qui sont complices, qui sont inactifs et qui ne font rien face à ce génocide sont complices de fait avec ce génocide. À Gaza, en Syrie, au Liban, parce que c'est exactement la même chose aussi, et des attaques contre des pays souverains comme le Yémen et comme l'Iran, bien sûr, et ils n'arrêtent pas de violer toutes les règles non seulement de la justice et des lois internationales, mais les règles de l'ONU et de la charte de l'ONU. Donc, alors, je salue tous ces avocats et je suis solidaire avec leur action. C'est important de rappeler qu'au-delà, bien sûr il faut absolument, c'est une nécessité absolue que le génocide cesse à Gaza et que la colonisation de la Cisjordanie cesse. Mais au-delà de ça, c'est plus important que ça va au-delà, puisque je vais faire l'analogie avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr qu'il fallait que l'Allemagne cesse de faire la guerre à d'autres pays et cesse ses camps de concentration. Mais en plus, il fallait que le nazisme cesse d'exister. Et là, c'est la même chose un peu avec le sionisme, qui est une idéologie, quoi, n'en déplaise, qui est une idéologie racialiste et colonialiste. Et tant que le sionisme existera, donc tant qu'Israël existera en tant que tel, en tant que pays sioniste, ce qu'il est depuis le départ, Netanyahou n'est qu'une prolongation de ce qui est du projet de départ. Il n'y a pas eu vraiment de rupture entre les premiers ministres et Netanyahou aujourd'hui. Il y a vraiment une continuation. Tu as rappelé d'ailleurs des origines un peu terroristes, puisque tu as parlé d'un assassinat d'un envoyé de l'ONU dès 1947, dès l'année de la reconnaissance par l'ONU.
Et donc ce que je voulais embrayer là-dessus, oui, effectivement, donc c'est pas juste le génocide qui doit cesser, c'est le sionisme, finalement, et on espère qu'il y aura une sorte de Nuremberg. Et effectivement, ce jour-là, beaucoup de chefs, à mon avis, d'États occidentaux et voire éditoriaux dans certains médias auront des comptes à rendre. Alors, quelques articles que je vais juste mentionner, tu vas peut-être commenter les plus importants. Les États-Unis se retirent de l'UNESCO. Tu as parlé de l'UNRWA tout à l'heure. Là, c'est l'UNESCO. Il l'avait déjà fait en 2017. Donc, il y a les sujets qui divisent en 2017 et en 2024. Il y a notamment donc, les sujets woke. Donc, Trump reproche le soutien des causes culturelles et sociales woke et clivantes, totalement inverse aux politiques de bon sens. Mais il n'y a pas uniquement cela. Regardez un peu plus loin. Ce n'est pas dans l'intérêt national, donc la décision des États-Unis, la décision de l'UNESCO d'admettre l'État de Palestine comme État membre est totalement problématique, contraire à la politique des États-Unis et a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation, a ajouté Tammy Bruce, Tammy Bruce pour être précis, voilà, qui est un Américain, voilà. Donc ça c'est pour l'UNESCO. Donc vous voyez qu'il y a encore question de la Palestine. Autre article. Oui, vas-y. La Palestine est membre de l'UNESCO et l'UNESCO condamne aussi toutes les destructions du patrimoine de l'humanité là qui se trouvent en Palestine, donc les églises des premiers temps et l'ensemble des mosquées et l'ensemble des monuments historiques qui existent et qui montrent vraiment la civilisation et la présence de la Palestine qui remonte à des milliers d'années. Donc, c'est très important. Et puis, comme de toute façon, vous avez vu que lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ils se sont aussi employés à détruire tout ce qui est tous les monuments historiques des Sumériens, des Babyloniens. Et un pillage aussi du musée de Bagdad, c'est-à-dire après les œuvres étaient revendues au marché noir à des riches américains et autres. Et que actuellement c'était pareil depuis aussi la guerre contre la Syrie, c'était aussi le pillage, la destruction de Palmyre, la destruction d'autres sites archéologiques importants, et puis même le pillage de tout ce qui montre cette grande civilisation qui précède et qui dit long en fait, qui en dit long sur l'histoire de ces pays qu'ils veulent non seulement dénigrer, qu'ils veulent montrer anéantis, quoi. Comme si Alors, rien du tout. on va enchaîner tout de suite sur un article suivant. Donc, aux États-Unis, l'Université Columbia sanctionne des étudiants ayant participé à des actions en soutien à Gaza. Environ 80 élèves qui avaient occupé une bibliothèque du campus pour protester contre la guerre à Gaza ont fait l'objet de mesures allant de la période de probation à l'expulsion. Des étudiants accusent la direction du prestigieux établissement new-yorkais de collaboration avec l'administration Trump. Voilà. À Columbia, c'est vrai, mais d'un autre côté, l'université de Chicago, les autres universités comme Harvard et Yale, ils ont refusé en fait d'être complices de l'État. En fait, ils ont décidé que de toute façon, ils n'appliqueraient pas les sanctions qui sont demandées par Trump contre les étudiants. Ils défendent l'université, l'administration universitaire ne s'est pas rendue complice des mesures de rétorsion, en fait. Et ça, c'est important à voir. Parce que d'ailleurs, elle s'applique aussi contre les professeurs, pas seulement contre les étudiants. Tout à fait. Voilà. Article suivant, très important. Donc ça, c'était un projet de loi donc, qui n'est pas encore passé à ma connaissance. La députée Caroline Yadan, ou Yadan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une des députées qui est la députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France, probablement sur la zone Israël, mais je ne suis pas sûr. Donc ça, c'était Maïr Habib. Donc la députée Caroline Yadan essaie-t-elle vraiment de faire interdire toute mention de génocide à Gaza ? Point d'interrogation. Donc c'est ce que craignent certains députés LFI. Donc
la députée Caroline Yadan est soutenue par Aurore Berger. Et donc, dans son projet de loi, pour la défendre, elle parle de formes renouvelées d'antisémitisme. Ça, c'est dans un article du Haut Point. Et notamment 3 axes essentiels qui seraient l'apologie du terrorisme. On voit que quand l'acception de ce terme est malheureusement très très large, un peu trop, et qu'elle nie en fait le droit des peuples à se défendre. La négation de l'État d'Israël. Alors ça pose problème parce qu'on peut dire que le projet sioniste lui pose problème, et donc on est contre en fait l'État d'Israël tel qu'il a toujours été défini, puisque c'est un projet sioniste. Et la troisième chose, c'est la comparaison avec la Shoah, entre ce qui se passe à Gaza et la Shoah. On n'aurait pas le droit de faire la comparaison entre les deux. Donc c'est vraiment très insidieux. Et donc retenez bien ce nom, elle s'appelle Caroline Yadan. Là, je voudrais ajouter juste un commentaire qui permet d'y voir clair. En fait, tous les pays sont traversés justement par cette lutte entre les gens qui luttent pour la liberté, la liberté des peuples principalement contre l'apartheid, pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et contre l'hégémonisme d'un côté, et de l'autre côté, tous les peuples qui sont pour le colonialisme, tous les pays, pardon, qui sont pour le colonialisme, pour l'exploitation des ressources d'autrui à leurs dépens, pour l'hégémonisme américain et européen dans le monde, et contre tout mouvement de liberté des peuples. Donc, en fait, ça traverse effectivement toutes les formations politiques, tous les pays, etc. Donc, c'est une lutte, je dirais, universelle et permanente, à vrai dire. Alors, il y a un dessin pour se moquer un peu de ce projet de loi. Je ne sais plus quel humoriste a fait ça. Un dessin humoristique qui dit d'un côté, quoi, vous osez faire un génocide à Gaza? Et en face, un sioniste qui répond, quoi, vous osez utiliser le mot génocide? C'est pour se moquer un petit peu de ces accusations éculées en fait, qui sont faites et qui essaient d'être un peu renouvelées. Mais alors, on connaît le fond. C'est toujours la même chose. Essayer d'assimiler l'antisionisme à l'antijudaïsme ou à l'antisémitisme, alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà, donc c'est très important de souligner ça, de toujours rester vigilant par rapport à ce projet de loi-là. Et donc, Namouz Fi dit il y a une pétition contre cette loi. Donc ça, je ne savais pas. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai envie de dire peut-être pour terminer? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être, Aïssa? Oui, absolument. Moi, pour terminer, je dis seule la lutte compte, hein, et la liberté, la lutte des peuples. Et je voulais ajouter quand même que malgré toutes ces exactions qui sont menées par Israël par les Israéliens contre le peuple à Gaza et en Cisjordanie, le peuple palestinien contre le peuple libanais, contre le peuple syrien. Donc, la résistance continue, les peuples résistent, s'organisent, et en fait, c'est quand même fantastique de voir que 22 mois après, le peuple palestinien continue à asséner des coups importants aux Israéliens, et leurs chars et leurs soldats, qui finissent maintenant par ne plus avoir envie d'aller à Gaza et d'aller se battre. Et j'espère qu'ils vont, en fait, qu'ils ne vont pas trouver des remplaçants. Voilà. Et on peut saluer aussi le courage, l'abnégation, la force de résilience de ce peuple palestinien, notamment à Gaza, mais pas uniquement, à Jérusalem, en Cisjordanie et ailleurs, qui ne déménagent pas, qui ne vend pas sa maison, pour ceux qui en auraient l'occasion, à Jérusalem, et on leur propose parfois des fortunes, et y compris ceux qui n'habitent plus à Jérusalem. Il y en a beaucoup qui ne vendent pas leur maison, qui ne veulent pas vendre aux Israéliens.
Malgré ça, bon, il y a des expulsions, hein, bien sûr, il y a beaucoup Des d'expulsions, expulsions, mais on parle à Gaza, le peuple, une partie du peuple aurait l'occasion, aurait la possibilité d'essayer de fuir, d'essayer d'être exilé, de demander l'asile en France ou ailleurs, mais la plupart ne veulent pas, malgré les conditions extrêmement dures, on peut qualifier d'horribles, d'insupportables, insoutenables pour beaucoup. Eux restent là-bas. Ils sont certes déplacés de droite à gauche, mais ils continuent à rester à Gaza, à chercher une solution pour la nourriture, à chercher un peu de joie, à essayer de dresser une table quand c'est possible, à ne pas oublier les fêtes religieuses, à ne pas oublier la famille, ce qu'il reste, etc. Donc il y a beaucoup de solidarité. On parle tout le temps des pillages ou autres qu'il peut y avoir, mais on ne parle pas du tout de la solidarité extraordinaire qu'il y a là-bas. Et voilà, il faut voir que c'est un peuple qui a une force de résilience incroyable. Absolument. Ils nous apprennent la lutte pour la liberté, vraiment, à vrai dire. Donc merci à toi, Aïssar, pour toutes tes informations et toutes les analyses que tu as apportées à notre connaissance aujourd'hui. Tous ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis, qui nous laissent des commentaires et laissez-nous aussi des questions si vous voulez qu'on vous réponde et vos commentaires, et ça nous fait chaud au cœur aussi. Merci à un livreur qui a modéré le chat. Donc merci à l'internaute qui s'appelle Un Livreur. C'est lui qui a modéré gentiment. Donc oui, vous avez été 140 à nous suivre aujourd'hui. Donc merci beaucoup, avec beaucoup de bienveillance dans le chat, beaucoup de commentaires très sympathiques. Voilà, je peux pas tous les mettre, mais voilà, il y a beaucoup de commentaires très, très gentils. On va mettre celui de Abderrahim Driss qui dit « Merci Raphaël et à Aïssar, vous souhaitant une excellente continuation et une très belle journée à toutes et à tous. » Voilà. Et Electron Libre, qui est aussi une fidèle parmi les fidèles, qui nous dit merci à Madame Aïssar Milani et à Raphaël Berland, avec un bisou, pour ce rendez-vous. Voilà, très gentil. Et Namouz qui dit merci, c'était très bien. Voilà, donc rendez-vous soit dans une semaine, dans une dizaine de jours. Et je vous dis à tous et à toutes à bientôt et portez-vous bien.